Ce soir, dans la télé d'ici, on s'intéresse à la publicité. Bon, on va dire la publicité pour les nuls, donc pour nous autres qui n'avons aucune idée de ce que c'est que la publicité. Qu'est-ce qu'une publicité? Qu'est-ce qu'une promotion? On va parler de la chaîne de valeur. Qui est-ce qu'on retrouve en amont? Qui est-ce qu'on retrouve à la fin? Est-ce qu'on nous dit tout dans la publicité? Est-ce que, en fait, finalement, dans la publicité, tout n'est pas enjolivé, tout n'est pas rendu beau, pour un peu traduire une triste réalité? Enfin, on se pose autant de questions. Nous sommes des profanes. On va essayer d'en savoir un peu plus avec trois spécialistes en la matière. Alex Barry, il est le directeur général de l'agence Sixième Sens, qui est une agence conseil. Qu'est-ce qu'une agence conseil? Qu'est-ce qu'une agence de publicité? Est-ce qu'il y a un amalgame qu'on fait ou pas? On ne sait pas. Saki Ambofo nous fait aussi la gentillesse d'être là. Elle est la directrice générale de l'agence EFE. Et Philippe Landrieux, qui lui donc est directeur général de JCDECO, qui est une régie. Qu'est-ce qu'une régie comparativement à une agence conseil? On en parle avec beaucoup de plaisir ce soir dans la télé d'ici, avec Pierre, avec Lindsay. Pour le volet artistique sur la scène de la télé d'ici, la Team Ben sera encore une fois en attraction. L'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici, la télé d'ici. Bonsoir, bienvenue. Très bien, nous nous rejoignons dans la télé d'ici sur NCI pour Télévivre ce soir, la publicité ou la pub. D'ailleurs, c'est un vocable auquel on est particulièrement familier dans cette émission et surtout sur cette chaîne puisque nous sommes une chaîne privée. Une chaîne privée ne saurait vivre sans beaucoup de publicité. Enfin, on ne demandera pas à nos invités pourquoi on n'a pas beaucoup de publicité jusqu'ici. Ils n'ont absolument rien à voir avec cette affaire. Ça va plus loin que ça. Alex Barry, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Ça va? Ça va très bien, Chèque. DG de... très bien, ça va. DG de Sixième Sens. Elle existe depuis combien de temps, cette agence? Alors, ça fait 10 ans maintenant, hein, c'est presque l'anniversaire. D'accord, 10 ans. Oui. Mais ça ne fait pas que 10 ans que Alex Barry est dans le métier. Non, moi, ça fait... on s'en rend pas compte, hein, mais je suis arrivé en 2004. 2004, d'accord. Pour le crédit d'une agence locale qui m'a fait venir de Paris. C'est ça? Une belle expérience. D'accord. Comment on se retrouve dans cet univers de la pub? Eh bien, je dirais que j'étais nul à l'école. Ça, c'est moi, c'est personnel. Voilà, donc j'étais bon en dessin et j'ai commencé dans le graphisme. Et chemin faisant, entrant dans des agences, on prend goût au concept, on prend goût à la création, on prend goût à faire des belles pubs, à parler au public, à faire des belles affiches dans la ville. Et puis, les perspectives s'ouvrent et on fait des campagnes avec des gens passionnants. Quand on ne sait pas dessiner, on peut être bon publicitaire ou pas? Ah, complètement. On peut être bon publicitaire venant de n'importe quel horizon. Je pense que les agences sont riches de profils qui sont variés. D'accord. Il faut des gens qui ont l'humilité de vouloir faire des choses qui parlent véritablement aux autres. Mais à partir de là, on peut être publicitaire en venant de n'importe quel secteur. D'accord. C'est un métier à part entière qui suppose de la discipline. Oui, oui. D'accord. C'est un métier qui suppose beaucoup de discipline, beaucoup d'apprendre, beaucoup d'humilité. Il y a quand même beaucoup de filières spécialisées. Donc c'est véritablement un métier d'expert. D'accord. Bien spécifique. Merci d'être là, Alex Barry. Merci. Ça va, Saki Ambofo? Oui, merci. DG de EFE, qui préside aussi, je vais très bien, qui préside aussi l'association des agences conseil, c'est bien cela? Tout à fait. Depuis combien de temps? Alors, je suis présidente depuis 2 ans et sinon, mon agence existe depuis 16 ans. Et je dirais que j'ai 33 ans d'expertise sur le marché publicitaire ivoirien et panafricain. À partir du dessin aussi, comme Alex ou... Ah non, pas du tout. Nul à l'école aussi? Ah, pas du tout. Excuse-moi. Pas nul à l'école, non. En fait, moi, j'ai un parcours un petit peu... je voulais faire... Au départ, je voulais être danseuse. Oui. Parce que j'aimais tout ce qui était spectacle. Après, j'ai voulu faire l'armée. Et à l'époque, les femmes ne devaient pas faire l'armée parce que c'est la dualité de la personnalité, le côté très, très festif et le côté très rigoureux. Et puis, j'ai décidé de faire quelque chose qui me plaisait. J'ai commencé au fur et à mesure à me spécialiser, diplômée d'une grande école, me spécialiser dans l'événementiel. Donc, quelque part, je rejoignais
je rejoignais mon métier de vouloir faire du spectacle. C'est cela. Je lançais les artistes en Côte d'Ivoire. Et puis, après, l'événementiel a pris une grande importance avec des salons. Et j'ai décidé, après avoir servi de belles marques et de belles entreprises en Côte d'Ivoire, de monter mon agence. D'accord. Donc, la danse, ça n'a pas marché. Si, ça a marché. L'armée, ça n'a pas marché. D'accord, très bien. Merci d'être là, Sakia. Philippe Landrieux, bienvenue. Bonjour, c'est Kivan. DG de JC Déco. JC Déco qui est le leader mondial de l'affichage. Oui, on préfère dire la communication extérieure, mais globalement, dès que vous êtes hors de votre domicile, c'est ça. Vous êtes en contact de l'affichage et d'autres types de communication. Lesquels, par exemple? Donc, il n'y a pas que l'affichage tel qu'on le connaît? Il n'y a pas que l'affichage, il y a des opérations événementielles qui peuvent avoir lieu, il y a que ce soit des voitures sur lesquelles il peut y avoir de la publicité. Donc, c'est tout type de communication dès lors que vous êtes hors de votre domicile. Que fait le leader mondial en Côte d'Ivoire? D'abord, il est là depuis quelques années. Pourquoi il choisit la Côte d'Ivoire? Le groupe existe depuis 57 ans. Il a été créé par Jean-Claude Decaux en 1964. Et aujourd'hui, on est présent dans pratiquement 4400 villes dans le monde et 80 pays, on va dire. Et aujourd'hui, une vingtaine de pays africains, dont la Côte d'Ivoire. Et on est en Côte d'Ivoire depuis 2016. C'est ça. Pourquoi? Parce que, et tant mieux, c'est que la Côte d'Ivoire est un des marchés les plus dynamiques aujourd'hui d'Afrique, et d'Afrique de l'Ouest en particulier, porté par aussi une économie aussi importante. Enfin, je peux aussi que la Côte d'Ivoire, là, sur 2020, tire une croissance positive. C'est assez rare, aujourd'hui, dans le monde, de voir un pays qui tire une croissance positive. Donc, on est très content, en tout cas, d'être là depuis 4 ans. Et puis de continuer, en tout cas, on l'espère, pour de nombreuses années. D'accord. Bienvenue. Merci beaucoup. Ça va, l'INSEE? Très bien, merci. Vous avez une tête de publicitaire. Je ne l'ai jamais dit. Ah ben, je ne sais pas comment le prendre. Je ne sais pas s'il y a une tête de... Ça dépend. Si on est du côté de Alex Barry, c'est pas un compliment. Parce qu'il a dit, bon, il était nul à l'école, donc bon. Du côté de Sakia, ça va. Mais en plus, j'aimais bien la danse aussi, donc il y a peut-être un lien. Et l'armée, peut-être, non? Non plus, non, peut-être pas. Pas l'armée. Pas d'armée. Trop... L'armée, quoi. D'accord. Yako. Ça va, Pierre? Ça va, ça va. Merci. Publicitaire un peu, quelque part, sur le bord, non? J'ai fait un peu de design graphique avant de basculer dans le journalisme, comme quoi. D'accord. De basculer ou d'échouer dans le journalisme? Ah non, je n'ai pas l'impression d'avoir échoué. Tout va. Non, enfin, pas dans le sens d'échouer, non. Échouer, genre le parachute s'est percé en plein vol et non. Non, choix. D'accord. Ouais, bien réfléchi. Mais par contre, c'est vrai que j'ai fait une école de communication. Bon, voilà, je voulais juste le dire. Est-ce que c'est juste, justement, de lier chaque fois la communication à la publicité? Ben, l'un va pas sans l'autre. Hein. Vous savez, quand vous remontez dans nos cultures, on est en Afrique traditionnelle. Moi, j'ai un père qui m'a souvent parlé des légendes, des histoires. Et je prends encore le temps le soir d'écouter les oiseaux. Donc, vous avez des oiseaux qui ont inspiré des bruits de tam-tam. Et à l'époque, le tam-tam parleur permettait de communiquer. Différents villages de recevoir les messages qu'ils avaient à communiquer. Donc, je pense que la communication ne fait que parler. La publicité, c'est des mots qui vivent ensemble. D'accord. Puisque la publicité, c'est parler, justement. Alors, pour permettre aux téléspectateurs de comprendre un peu la chaîne de valeur, qui est-ce qu'on a en amont? On a, j'ai envie de dire, un donneur d'ordre, un annonceur, qui a besoin de réaliser peut-être un fantasme ou a peut-être une idée ou veut peut-être valoriser son produit. Et in fine, on a donc le consommateur. Qu'est-ce qui se passe au milieu? Qui est-ce qu'on a? Messieurs, dames. En fait, c'est tout un travail extrêmement synergique. C'est véritablement vraiment une longue chaîne de compétences. Globalement, on a effectivement un annonceur qui ne vient pas réaliser un fantasme, mais qui doit faire vivre un secteur. Derrière, il y a des emplois, il y a des marques, c'est tout un secteur, c'est une connexion avec le consommateur qu'il faut garder, pérenniser. Il ne s'agit pas uniquement de démarches à court terme, d'opérations tactiques. La communication s'inscrit dans une cohérence. Donc, ce secteur, en règle générale, il y a plusieurs intervenants dedans. Je vais certainement en oublier quelques-uns, mais si j'essaye d'être un petit peu global, on va dire que ça commence avec le département marketing chez les clients, qui principalement définit les grandes lignes de leurs besoins. Ils sont là pour s'adresser à des professionnels et à demander un conseil d'ordre stratégique et un dispositif d'ordre stratégique. On a un produit qu'on veut vendre, donnez-nous toutes les voies et moyens de faire marcher le produit, c'est ça? Mais il y a quand même un département marketing qui est quand même là pour réfléchir en amont à comment connecter la dynamique de vente de la dynamique marketing. Derrière ça, le travail va arriver sur une agence.
En règle générale, il peut y avoir eu un intervenant data, type un cabinet d'études, qui s'est livré à des études chiffrées pour analyser un petit peu le marché. Et arrive le rôle pivot et véritablement stratégique des agences de communication, que Sakia et moi, en l'occurrence, représentons en partie ici, dans lesquelles nous, on est en charge de réaliser, j'ai envie de dire, 2 phases de ce travail. Il y a un premier travail d'ordre véritablement stratégique, qui consiste à définir un dispositif et qui consiste à définir un angle stratégique pour la communication de la marque en question. Et une phase créative avec également d'autres experts, on en parlait tout à l'heure, des créatifs, des rédacteurs, des réalisateurs, donc d'autres experts qui sont là pour réaliser et mettre en lumière, enfin en vie, des accroches avec des campagnes, des visuels, des films. Et enfin, une dernière étape qui est une étape d'implémentation où on travaille avec différents partenaires, comme avec Philippe ici, des partenaires régies, diffuseurs, des canaux comme vous, etc. Et à ce moment-là, donc, le rôle, c'est de faire sortir d'une façon coordonnée, maîtrisée, en ciblant les populations, en étant au bon endroit, au bon moment, faire sortir une campagne en un jour. Donc c'est un gros travail qui mobilise plusieurs entreprises. Absolument. Et plusieurs spécialités aussi, vous le disiez tantôt. Il y a beaucoup de spécialités, en fait. Il ne faut pas perdre de vue que... Moi, j'aime bien dire que la pub personnalise. Notre boulot, notre métier, c'est de faire en sorte que cette tasse, elle arrive à avoir une personnalité et que vous soyez capable de vous l'imaginer comme une personne. Si vous fermez les yeux, comment elle doit être joyeuse, rigolote, avoir une capacité à résister à la chaleur, etc. Donc en fait, il s'agit de personnaliser des choses qui au départ ne sont des objets et arriver à susciter de l'attrait, de l'intérêt pour déclencher un acte d'achat chez les consommateurs. Donc en fait, il y a énormément de métiers parce que pour faire, les experts publicitaires font appel à la sociologie. Il faut connaître les consommateurs, il faut savoir quels sont les modes de vie, quelles sont leurs préférences, à quel moment vous pouvez les toucher pour les prime time, par exemple télé, etc. Il y a beaucoup de sociologie, il y a beaucoup de scientifiques aussi, parce qu'il y a énormément d'études quantitatives et qualitatives. Et puis, il y a tout ce qui est le côté rédactionnel, journalistique. Et vous avez également tout ce qui est le côté artistique. Absolument. Le choix des couleurs en fonction des cibles et tout, c'est un vrai travail. Les plus belles campagnes n'existent pas s'il n'y a pas de régisseur. Et on en vient justement aux régies. S'il n'y a pas de diffuseur, parce que vous pouvez faire les plus belles campagnes, mais si la régie l'a collée à l'envers, et ben votre campagne... On en vient à la responsabilité de la régie. Alors, qu'est-ce qu'une régie ? On ne colle pas à l'envers. En tout cas, on essaye. Non, mais c'est exactement ce qu'a dit Alex et puis Sakia. C'est-à-dire qu'on est dans un écosystème, si vous voulez, où on est tous aussi un peu interdépendants. C'est-à-dire que vous avez beau avoir le plus beau des supports, s'il n'y a pas une belle création publicitaire sur un support d'affichage, ça ne marche pas. Et vous ne pouvez pas mettre une annonce de presse dans un support d'affichage, ça ne marchera pas. En affichage, vous avez 2 ou 3 secondes d'attention. Donc pour ça, c'est aussi compliqué pour les agences aussi de conceptualiser, alors que vous avez un brief qui peut être parfois très complexe de la part d'un annonceur, et d'arriver après à magnifier son désir et sa volonté de faire venir soit plus de monde dans son magasin, soit de lancer un produit, et de pouvoir le décliner, que ce soit en presse, que ce soit en télévision, que ce soit en radio, que ce soit en affichage, que ce soit sur les médias digitaux, on pourra en parler, ou alors sur nos supports, nous, d'affichage. Et comme l'a dit aussi Alex, c'est de toucher la bonne personne au bon endroit et au bon moment. On entend beaucoup parler d'agences de communication et d'un côté d'agences pub. Il y a une différence ? Je ne dirais pas que c'est une dénomination officielle. Je veux dire, officiellement, nous sommes des agences conseils en communication. Notre rôle est véritablement de conseiller, et non pas d'imposer d'ailleurs, parce qu'on travaille en synergie avec un client sous sa validation, donc c'est véritablement ça. Ça, c'est dans votre cas à vous. Mais plus généralement, est-ce qu'il faut dissocier agence conseil en communication et agence de publicité ? Non, je dirais que l'agence de publicité, c'est le grand public qui a... C'était peut-être trop long de dire agence conseil en communication, donc ils ont écourté en disant agence de publicité. D'accord. Mais quand on doit travailler sur la personnalité, imaginons d'un homme politique et tout, c'est aussi du conseil, même en communication, mais ce n'est pas de la publicité. Non, c'est du conseil en image de marque. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une agence conseil, vous avez beaucoup de métiers. Mais justement, c'est pour cela que je dis peut-être que dans votre cas, vous englobez toutes ces activités-là, toutes ces spécialités, mais peut-être que stricto sensu, il faut aussi les dissocier et dire qu'il y a des spécialités. Enfin. Oui.
C'est un des enjeux maintenant. Oui. C'est un des enjeux maintenant que beaucoup d'agences, notamment, commencent normalement à se spécialiser. Par exemple, il peut y avoir une agence spécialisée dans le marketing sportif. Nous avons des agences qui sont très bonnes dans le RP. Donc, c'est des spécialités. Ce n'était pas le cas avant ? Parce Comment ? que vous dites maintenant, ce n'était pas le cas avant ? Disons que c'est une démarche qui existe dans le monde depuis près d'une vingtaine d'années, je dirais. Mais aujourd'hui, on a un petit peu de tendance dans notre secteur à être un peu globaux. C'est pour des raisons, j'en dirais, de confidentialité, de rapport avec le client. Mais je pense qu'on va venir, dans les années qui viennent, à plus de spécialisation. Plus de spécialisation, mais il faut également que le marché le permette, en fait. Ça veut dire On Il y a de est... la demande. Pardon ? Il faut qu'il y ait de la demande. Oui. La culture de ça. La culture, vous savez, les informations, quand vous êtes en partenariat avec un annonceur, il vous confie des projets, des informations qui sont confidentielles et stratégiques pour lui. On est dans un marché hyper concurrentiel, quel que soit le domaine dans lequel on est. Et donc, se spécialiser uniquement en événementiel, vous avez des entreprises qui étaient agréées ici aujourd'hui et qui étaient dans l'événementiel, qui ont fait face au Covid et donc qui se retrouvent dans des situations financières difficiles. Donc, au départ, en tout cas il y a quelques années, l'agence faisait la globalité des actions qui étaient destinées à son annonceur. Et c'est vrai que depuis une vingtaine d'années, on arrive avec des spécialisations, des agences qui sont spécialisées en publicité politique, ainsi de suite. une publicité réussie, c'est quoi? C'est une publicité qui fait vendre. Forcément. Est-ce qu'une publicité est là uniquement pour faire vendre ou peut-être pour passer un message où les deux sont liés? Quel que soit... Tant qu'on vend, c'est bon. Voilà, faut vendre. Quel que soit, quel que soit pour moi. Le message Quel que passé, soit. le but, c'est... Oui, parce que j'ai une petite question là derrière. D'accord. Quel que soit, il faut savoir que la publicité, c'est un investissement. Donc, quand vous voyez un annonceur qui vient vous voir, s'il vous donne 50 millions, il veut en retirer 70 ou 80 ou 100. C'est clair. Donc, quel que soit ce que vous faites comme campagne de communication, l'objectif est d'avoir une valeur financière. Vous pouvez faire une campagne d'image, mais la campagne d'image contribue à la valeur financière des produits. Donc, à la finalité de n'importe quelle campagne de communication, c'est la valeur financière. D'accord. Donc, quand une publicité arrive à faire vendre un produit, c'est que ça a marché. C'est que c'est une bonne pub. C'est bien ça. Pour reprendre les mots de Sakia. Je pense qu'on peut rebondir. Allez, rebondissez. Avant qu'on atterrisse. C'est clair, dans un cadre économique, à l'absolu. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, on participe de la valeur de la marque et des résultats financiers de notre client et du secteur en question. Mais je dirais qu'on est aussi responsable de créer des marques sur le long terme, quelle que soit la problématique qu'on nous donne. Et donc, une publicité réussie, c'est aussi une publicité qui crée un lien entre le consommateur et sa marque. Même si l'agence ne raisonne pas en one-shot, on peut faire une bonne pub, quelque part, qui vend, mais si elle ne tisse pas un lien long-termiste avec la marque, ça veut dire qu'on s'abonne la planche pour celui qui vient derrière. Je retiens ce terme. Ça, c'est dangereux. Long-termiste. Je pense que c'est... Mais ça rejoint ce que je disais. Philippe veut réagir? On dit forcément la même chose. Je pense qu'on dit aussi la même chose. Bien sûr que la finalité, nous, ce qu'on dit souvent, c'est aider les clients à mieux vendre. Mais on arrive à mieux vendre parce qu'en effet, tout le travail dont on a parlé en amont est bon et que le support aussi est bon. Donc un client qui revient, comme tu dis Alex aussi, un client qui revient aussi sur une publicité, il est content de l'ensemble de la chaîne qui a réussi à faire en sorte que, en effet, comme tu dis, il a explosé au niveau des ventes. Est-ce qu'il a bien senti au niveau des ventes une accélération? Donc c'est très vrai sur des produits de grande consommation. Ou alors, ça dépend de l'objectif aussi du client. D'accord. Il y a un cas d'école, je vais peut-être l'énumérer. C'est vrai que le produit n'existe plus, donc on peut en parler. Ce n'est pas de la publicité. C'est l'exemple, je pense, typique, c'est le bonbon Polo. Vous vous souvenez un peu de cette campagne qui avait marché du tonnerre, qui avait même été primée en Tunisie et tout. Le bonbon avec le petit trou au milieu. Ça a marché. Et ça a complètement disparu, ça a plongé, parce qu'en fait, il y avait une mauvaise association qui était faite après. C'est qu'à chaque pub, il y avait une femme à côté. C'était en l'occurrence Adrienne Coutouin pour une pub et une autre femme pour une autre. Ça disait le bonbon avec le petit trou au milieu. On associé à la femme. À un moment donné, psychologiquement, il y a eu un rejet tout de suite. Ça a plombé le produit. Donc j'aime bien la référence au long terme. Parce que si c'est pour vendre en one shot, il y a un problème. Si c'est pour vendre sur la durée, c'est pas mal, je pense. Vous ne construisez votre entreprise que sur le long terme. Donc, quelles que soient les relations que vous avez... En tout cas, ce produit-là, ça n'a pas été sur le long terme, ça c'est clair. Quelles que soient les relations que vous avez avec un annonceur, même si c'est des relations de lien. Donc, qui dit lien, dit construction, step by step. Donc, pour pouvoir justement attacher votre annonceur et annoncer votre consommateur, il faut que vous construisiez petit à petit.
Et la finalité, et vous avez des plans de communication qui sont prévus sur 5 ans, sur 10 ans. Donc il y a des véritables chantiers qui permettent donc d'atteindre ces objectifs. Mais la finalité, c'est toujours... C'est de vendre. De faire du chiffre. Est-ce que le long terme correspond toujours à la société dans laquelle on vit aujourd'hui, puisqu'on est dans une société pas un peu... je veux dire, on a beaucoup d'informations rapidement et peut-être un produit peut faire le buzz, puis après il va disparaître, comme par exemple aussi le bonbon. Est-ce que le long terme correspond à la situation actuelle ? Franchement, à la société, oui. Si on se place du point de vue du consommateur une seconde, et du public, par exemple, on se rend compte qu'on a des marques qu'on aime. Pourquoi on les aime ? Parce que généralement, on les connaît depuis un moment et elles ont des valeurs qui sont restées les mêmes, quelles que soient les urgences tactiques. C'est pas parce qu'un matin, pour une marque de téléphonie X ou Y, il y a une opération qui doit faire des résultats financiers avant décembre, et qu'on doit avoir des résultats financiers sur cette opération, que la marque ne doit pas avoir une stratégie de communication, même sur cette campagne, qui consolide son image sur le long terme. Donc c'est véritablement comme ça qu'on travaille. Oui, c'est du long terme. Les plans peuvent être sur 2 ans, sur 5 ans. On peut travailler sur une opération ponctuelle. On le fait toujours en respectant l'ADN de la marque et en respectant les codes et l'axe de communication général de cette marque. C'est comme ça qu'on les renforce. On le voit, il y a des très grandes marques aujourd'hui dans le monde aussi aujourd'hui qui sont aussi en partenariat depuis de très longues années avec leur agence de communication, que ce soit avec des DDB ou avec des publicistes. Donc on voit bien, et même s'il y a eu des accidents, et ça se peut parfois, je veux dire, on est aussi perfectible, les agences sont perfectibles, les annonceurs aussi sont perfectibles, parfois il y a aussi des mauvais briefs. Donc non, ça se construit sur le long terme, comme dans toutes nos entreprises en effet, l'entreprise, et aussi les visions que nous, on peut avoir, en tout cas dans la régie. C'est du moyen long terme. Alors, vous construisez de la publicité, il faut donc l'afficher ou la faire voir, la faire connaître. C'est là donc le rôle des régies. Est-ce que toutes les publicités sont susceptibles d'être visibles partout, ou est-ce qu'il y a une sélection aussi qui est faite en termes de support, en termes de localisation géographique ? Chaque problématique est différente. En fait, il faut savoir que, comme je disais au départ, il y a beaucoup de science dans la publicité. Et donc, de la même façon, vous avez beaucoup de supports et beaucoup d'outils. Et il faut savoir que chaque support et chaque outil a un objectif bien précis. Donc, vous allez avoir un film télé qui va vous passer des émotions. Vous allez avoir une annonce presse qui va vous donner de l'argumentaire sur le produit. Vous allez avoir des événements qui vont vous faire vivre des émotions physiques. Et donc, en fait, chaque support et chaque outil contribue à faire un rond, le 360 degrés. Donc, chaque élément détermine et renforce l'ADN et le message que l'on souhaite véhiculer vis-à-vis du consommateur. C'est une vraie combinaison de différents éléments pour former un tout. De quoi doit être composé un message publicitaire pour qu'il fonctionne forcément ? Est-ce qu'il y a des règles ? Alors, si on avait une, on ne serait pas là. Je crois que c'est de la vérité. Il faut savoir, pour moi, normalement dans la légalité et ce qui est en Côte d'Ivoire, vous avez un système de codir normes qui existe. Donc, Côte d'Ivoire normalisation. Voilà, donc vous ne pouvez pas faire de la publicité mensongère. Donc il se peut que un produit plaise à monsieur ou vous plaise pas, mais une chose est que la publicité dit la vérité, contrairement à ce que l'on peut croire qu'elle enjolive, mais elle ne fait pas de publicité mensongère. Donc toute la magie est justement à nous qui sommes du métier de trouver la petite reason why, comme on dit en marketing. Qu'est-ce qui fait que je me différencie sur le territoire et qu'est-ce qui fait que... Je dirais, pour répondre à votre question, c'est qu'il n'y a pas de recette unique. On doit se réinventer en permanence. Il y a autant de dispositifs qu'il y a de consommateurs et il y a autant de solutions qu'il y a de produits. Donc notre rôle à nous, justement, c'est ça. C'est d'avoir, c'est de descendre aussi, d'avoir, encore une fois, je rebondis un peu sur ce que tu dis, il y a la législation, mais il y a aussi le respect du consommateur et de l'écouter, de savoir ce qu'il aime, ce qui n'est pas forcément ce que vous aimez, d'accord ? Ni même les gens qui travaillent avec vous. Donc, de savoir ce qu'il aime, de savoir ce qu'il a envie de voir, et puis de modifier les dispositifs et les créations en fonction. Très bien. Je propose qu'on atterrisse après le bon. On va à la pub, pour le coup. Et là, ce n'est pas un jeu de mots. On se retrouve dans quelques instants.
publicité pour les nuls ce soir dans la télé d'ici sur NCI avec Alex Barry de 6e Sens, Saki Mbofo de Effet et Philippe Landrieux de JC Déco, toujours en compagnie de l'INSEE et de Pierre. Pierre qui avait une question. Alors, le secteur de la pub est en pleine croissance, avec des chiffres qui devraient encore augmenter. Et ce serait notamment dû à l'augmentation du pouvoir d'achat, enfin, la multiplicité des produits. Mais on dit aussi que c'est parce que les publicités sont beaucoup plus en phase avec la culture et la réalité africaine. Est-ce que vous avez l'impression que ça n'était pas le cas des décennies précédentes ? Oui, il y a eu beaucoup d'évolutions. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé en publicité, je sais, on a en pub, on a le droit de dire les noms. Oui. Donc, on avait des campagnes où on nous mettait des bonhommes de neige. Ah oui. Donc, je n'ai pas dit la marque. Hein. On nous mettait des bonhommes de neige et on espérait faire acheter le produit. Il y a eu pas mal de grandes institutions qui se sont installées. Et pour des raisons de gestion de coûts, ils font leur campagne à l'étranger et ils viennent directement l'implémenter. Donc les résultats ont été, je dirais, catastrophiques. Et ils se sont rendus compte que, tout comme on le dit, hein, chaque produit a sa reason why, et ben, chaque territoire a ses raisons d'être, à sa manière de vivre, à sa manière de parler, à ses émotions à véhiculer, et que donc il est indispensable que toutes les communications qui s'adressent aux Ivoiriens soient faites sur le territoire ivoirien pour pouvoir leur parler, en fait. Et quelle est la particularité de la Côte d'Ivoire par rapport aux autres pays de la sous-région ? Je sais pas. Qu'est-ce que tu... Bon, ça dépend sous quel angle on entend cette question. Je pense que c'est valable pour la Côte d'Ivoire, mais c'est valable pour n'importe quel pays au monde. Quand on fait de la publicité, il faut qu'on la fasse pour les gens d'ici. Donc, d'une manière ou d'une autre, la publicité ivoirienne, elle a les spécificités qui sont culturelles au pays. On a une manière de faire la fête, on a une certaine fierté, on a une façon très émotive, des fois, par moment, de réagir avec les marques. On aime le débat, on aime discuter. Voilà. Ça va pas forcément être la même façon d'aborder une problématique au Cameroun, et ça va pas être pareil au Sénégal. Donc, autant les différences culturelles sont palpables. Pour la communication, c'est la même chose. Donc, nous devons, quelque part, de faire des messages qui sont adaptés à la Côte d'Ivoire. L'affichage aussi répond à cette problématique ? Oui, enfin, si vous comparez par rapport aux autres régions ou à la sous-région, la Côte d'Ivoire est très clairement un des marchés les plus dynamiques. À la fois parce qu'il y a une profondeur de marché, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y a un grand nombre d'annonceurs. Il y a des champions ivoiriens, véritablement en tout cas, qui ont pu aussi exporter aussi dans la sous-région. Et puis, il y a une attractivité quand même du pays avec des grandes marques internationales qui viennent aujourd'hui encore se développer, ouvrir des magasins et aussi s'installer. Donc, tout ça est très riche et contribue à un essor, en tout cas, de la publicité, des investissements publicitaires. Est-ce que, je vais poser cette question à votre collègue Kader Djiré de Mediatix, est-ce qu'on peut se mettre à rêver d'une sorte de Times Square, ici, une voie plutôt référencée avec des écrans dernière génération et tout, c'est possible d'envisager? Est-ce que le marché de la publicité peut supporter un tel investissement, autrement dit? Si vous voulez, oui, tout est toujours possible. Donc, je crois que le marché de l'affichage aussi est un moment très important aussi de son histoire. On est aussi en train d'écrire toute la transformation. Le pays se transforme. On est dans la rue, donc la rue aussi est en train de se transformer. Les villes sont en train de se transformer du fait de l'essor démographique, de l'urbanisation aussi croissante. Donc, les sociétés d'affichage, nous-mêmes, on a absolument des réponses à donner par rapport à ça. Donc voilà, et la digitalisation, on va dire la digitalisation de nos supports, est un enjeu majeur aujourd'hui. Nous, chez JC Déco, on a pratiquement 50 000 écrans, plus de 50 000 écrans dans le monde. Et ici, on commence à en développer. Alors, pas véritablement dans la rue, mais plus dans des univers fermés que peuvent être les centres commerciaux ou les aéroports. Quel est le meilleur ton pour une pub? Enfin, revenons au contexte local. Ça sera plus simple. Le meilleur ton de communication d'une pub? Il n'y a pas de meilleur ton. Il n'y a pas de meilleur ton? Tout dépend de votre problématique. Vous pouvez avoir des pubs qui cartonnent avec de l'humour, vous pouvez avoir un ton solennel, vous pouvez avoir un ton chaleureux. Tout dépend des émotions que vous voulez que votre consommateur ressente vis-à-vis de votre marque. Qu'est-ce qu'une mauvaise pub? Au-delà du fait que c'est une pub qui ne fait pas vendre. Déjà, c'est une pub qui va véhiculer des réflexes qui pourraient être dangereux. Théoriquement, c'est même interdit. On va commencer par là. Ça veut dire qu'il va véhiculer des mauvaises valeurs. Donc une pub qui pourrait, de par sa non-maîtrise, créer des mauvais réflexes. On l'a vu sur des fois des... Qui essaie de trop choquer, parce qu'on note qu'il y a beaucoup de gens qui estiment que faire de la publicité, c'est choquer.
alors que c'est pas... Bon, en tout cas, ça n'engage que moi. Hein. C'est vrai. Et puis, tu peux dire aussi également, hein, pour faire court, qu'une mauvaise pub, il y en a quand même pas mal aussi. Une mauvaise pub, c'est une pub qu'on voit du coin de l'œil, qu'on ne retient même pas. On n'est même pas capable, on se dit, tiens, j'ai vu ce message, mais je ne suis pas capable de le lier à la marque. C'est une pub qui a été mal gérée, mal travaillée, pas fondamentalement travaillée avec des professionnels. Donc, on se souvient d'un truc, mais on ne sait pas ce que c'est. Et ça arrive souvent. Qu'est-ce qu'il faut surtout éviter en publicité ? Ne pas respecter les consommateurs. Les consommateurs ne... faut pas croire que le consommateur ne sait pas... Quand quelqu'un achète, il sait pourquoi il achète, quelle que soit l'appartenance sociale. 100 francs, c'est 100 francs. 1000 francs, 100 millions. Chacun sait pourquoi il achète. Et donc, il faut respecter le consommateur et puis dire la vérité. Parce que quand vous montez, de toute façon, elle prend l'escalier, mais le produit disparaît à un moment donné. Voilà. De quelle manière le secteur de la publicité a évolué au fil des années ? Moi, je trouve qu'ils faisaient du super boulot avant. Hein. Ça a bien évolué. Hein. Je préfère te laisser là-dessus parce que c'est toi qui es la plus ancienne. Mais ils faisaient du super boulot. Quand on regarde quand même, il y a eu des années qui étaient quand même vachement plus big idea. Si on regarde les campagnes il y a 20, 30 ans, c'était moins, je dirais que c'était moins décomposé, c'était moins stratégique, c'était plus un beau film avec de belles affiches. Et les mecs ont fait quand même du boulot magnifique. Il y a des campagnes africaines, quand on regarde des années 70, qui sont absolument géniales. Elles sont maîtrisées, elles sont travaillées, on s'en souvient encore. Donc, je pense que ça a quand même beaucoup évolué. Hein. Mais disons qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus stratégique. Oui, mais ça a évolué comme le pays a évolué, en fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier, de la même façon, nous avons eu nos compagnons de l'aventure 46 qui sont revenus construire notre pays. De la même façon, la publicité aussi. La Côte d'Ivoire était en train de construire son pays, ses secteurs d'activité. Et à l'époque, c'était des grandes institutions françaises qui s'installaient. Des grands groupes et qui faisaient la publicité avec tout le branle-bas combat qu'on connaît dans ces pays-là. Maintenant, au fur et à mesure aussi, il n'y avait pas de spécialistes publicitaires. Donc, de la même façon que l'éducation a été faite, les Ivoiriens ont repris, entre guillemets, le territoire qui leur appartenait. Et donc, oui, la publicité évolue, mais elle a évolué en se spécialisant. Et puis, elle n'est plus du tout, vis-à-vis du système économique qu'on a actuellement, elle n'est plus du tout, je ne dirais pas rentable. Pour nous, en tout cas, agence, on nous tire beaucoup vers le bas en termes de prix. Et donc, c'est vrai que des fois, hein, Alex, là, oui, je pense que... c'est beaucoup compliqué. C'est compliqué, en fait. C'est un secteur qui a l'air d'aller bien, mais qui souffre. En fait. Jusqu'à quel niveau l'annonceur, peut s'immiscer dans votre job ? Jusqu'à quel niveau ? Vous êtes censé être le spécialiste, vous connaissez les codes du métier, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et en face, vous avez un annonceur qui vous dit « c'est moi qui commande, je veux que ce soit comme ci, soit ainsi ». On est conseil. Quand même, faut pas l'oublier. On sait ce qu'il faut, mais on est conseil. Demain, si vous allez réparer votre voiture et que vous dites au garagiste « je me fiche complètement de ce que tu as vu, je veux que tu me changes mon pot d'échappement », il va le faire. Il ne sait pas ce qu'il faut faire, mais il va le faire. Oui, mais il change avec un pot d'échappement de Caterpillar, il y a un problème. Vous mettez quand même ? Alors, non, ça c'est de la responsabilité du professionnel qui est en face. Si on est avec un client avec qui on ne peut pas s'entendre, il y a un moment où ça rompt forcément la relation. Je repose ma question, autrement vous comprendrez peut-être. La pub, ça n'a pas marché du tout, c'était une mauvaise pub. Qui est responsable ? C'est l'agence conseil, tout de même, ou c'est parce que l'annonceur il s'est trop immiscé à un point où il ne fallait pas ? Ça dépend. Généralement, c'est les deux. Pour moi, ça dépend. C'est les deux, mais nous en sommes les responsables au final. On connaît la réponse, Alex ? Pour moi, c'est les deux. Tout dépend du brief. Alors, il faut savoir qu'avant qu'une campagne de communication, comme l'a dit Alex, sorte sur un marché, il y a un brief de l'annonceur. Ce brief de l'annonceur nous permet de faire un brief créatif. Nous avons des échanges. Vous avez des recommandations de l'agence. En général, l'agence tient compte, je dirais, de toutes les données, des sentiments du client, parce que vous ne pouvez pas être meilleur que la personne qui a construit sa marque. C'est vrai. Donc, à partir de ce moment-là, si vous maîtrisez et vous acceptez cela, vous avez une capacité d'écoute qui est phénoménale. Mais par contre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, si moi je sais que la voiture, elle ne doit pas avoir ce pot d'échappement
et que tu me dis de le mettre, je le mets. Mais je t'envoie un courrier en disant que je souligne sur le fait que l'agence n'a pas validé le fait de mettre un pot d'échappement et que les conséquences... D'accord, j'aimerais bien l'avis de Philippe sur ce sujet. Mais j'allais dire qu'on est collectivement responsable aussi. C'est-à-dire que, comme on l'a expliqué, du départ de la chaîne jusqu'à la fin, tout peut être très bien fait en amont. Et puis nous, d'un coup, régie, on peut avoir quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que soit il y a un délai entre, dans notre métier, les impressions d'affiches ou l'impression qui est mal faite, ça nous arrivait encore récemment, ou d'un coup ça ne correspond pas véritablement au brief client. Donc le dossier part mal à ce moment-là. Donc nous, on est très responsables au bout, parce qu'à un moment, c'est à nous de délivrer. C'est à nous de délivrer, vous, en tant que support télévision, à vous de délivrer naturellement là-dessus. Mais si vous diffusez le spot au mauvais endroit, à la mauvaise heure, ou sur le mauvais programme, là, pareil, ça va être un vrai sujet. Alors, il y a humaine, mais malheureusement... Absolument. Alors, il y a un autre cas de figure et qui en appelle pour le coup donc au volet légal de l'affaire. JC Deco, pour prendre l'exemple de JC Deco, ou alors une autre entreprise, affiche une photo obscène sur 12 mètres carrés, quelque part en ville. C'est pas possible. Non, vous avez trop. Il y en a. Non, c'est pas possible. Alors, ça s'affiche. Légalement, il y a un problème. Donc, la régie va recevoir un courrier pour dire vous me démontez ça tout de suite et d'ailleurs, voici la mise en demeure ou alors vous avez violé telle disposition légale. Dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la régie qui est responsable ou est-ce qu'elle doit prouver qu'elle n'a fait que exécuter la demande de l'agence? Ça ne peut pas arriver en Côte d'Ivoire. Ça ne peut pas arriver en Côte d'Ivoire. On a une pub sur un produit décapant alors que c'est interdit, par exemple. Ça ne peut pas arriver en Côte d'Ivoire parce que vous avez des règles économiques, des cadres juridiques qui existent. C'est connu, c'est clair. Et donc, tout annonceur, toute agence agréée, reconnue par le ministère de la Communication, a obligation de passer par le Conseil supérieur de la ça, c'est clair. Pour valider la publicité. Pour valider la publicité. On a beaucoup de panneaux à détruire, par exemple, alors que dans les textes, les dispositions sont connues, les panneaux doivent respecter telle distance et tout. Donc, sur papier, tout est nickel. Dans la vraie vie, ce n'est pas toujours le cas. Rendons les choses claires pour, limite pour le public. C'est-à-dire, dans l'absolu, des contrevenants, il y en a partout. Mais ce qu'on dit simplement avec Sakia, c'est que le système est fait d'une façon que les agences qui font des messages en sont responsables. Elles sont agrémentées, il y a un cadre de loi, les régies sont agrémentées également, donc aucune agence agrémentée, aucune régie agrémentée ne peut diffuser un message qui n'est pas... Sans la validation. Voilà. Donc maintenant, si quelqu'un décide... D'accord. Voilà, si quelqu'un décide de ne pas passer par une agence, de faire son affiche dans son coin, de passer par un diffuseur qui est non agrémenté, qui a posé son panneau, alors le grand public va avoir ça. Mais maintenant, c'est du ressort de la loi. Nous, en tout cas, en termes d'agences agréées, reconnues, de la communication, de Côte d'Ivoire, nous n'appliquons pas ces règles-là. Absolument. Nous, juste rajouterais, voilà, nous, en tout cas, en tant que régie, c'est notre responsabilité, en l'occurrence la mienne aussi, de refuser. Je peux être tout à fait à même aujourd'hui de refuser un spot digital que je dois diffuser ou une affiche, parce que j'estime qu'elle peut choquer. Dans ces cas-là, on remonte. C'est-à-dire qu'on a une responsabilité, encore une fois, une co-responsabilité. Si parfois, par mégarde, ça peut passer, ça ne peut pas passer comme vous l'avez dit, parce que le CSP est là. Mais nous, en tant que régie, on a une responsabilité. Donc moi, très clairement, je ne diffuserai pas. D'accord, très bien, c'est bien noté. En tant que responsabilité dans cette chaîne aussi, à un moment donné, il faut qu'on arrête de parler, qu'on aille à la pub. Quand c'est le temps de la pub, il faut aller à la pub. Sinon, on reçoit une note pour dire vous n'avez pas passé la pub. Et des clients ont commandé via les agences de pub. Allez, on va à la pub. Toujours très bien de nous rejoindre pour la télé d'ici. C'est tous les soirs sur NCI. Dès 18h40, on parle de choses qui vous intéressent. Ce soir, on parle de publicité avec Alex Barry, Sakia Mbofo et Philippe Landrieux, respectivement de 6e Sens, de Effet et de JC Deco. On marque une pause pour parler avec l'INSEE de son kiff du jour. C'est un lien avec la communication. Tout à fait. La pub aussi ou pas? Plus communication des artistes, la manière dont ils communiquent. Bon, ok. Et on posera la question à nos invités. Est-ce qu'ils interviennent aussi dans ce domaine? On verra bien, on ne sait pas. Allez, jingle. Donc, nous sommes en 2021 et chaque artiste... Oula. Oui. Ça va mieux. Nous sommes en 2021. Un peu d'eau ou...
Oui, je vais peut-être prendre une petite gorgée, Ouais, ça ira mieux ouais, après. Je pense, ouais. Un petit jus aussi ou... Non, c'est bon, de l'eau, ça me suffit. Non, Parfait. merci. Merci. Nous sommes en 2021 et chaque artiste a sa technique de communication propre à lui-même. On démarre avec Kanye West. Bad buzz ou mauvais buzz, on parle toujours de Kanye West. Un nouvel album en préparation, pas de problème. Kanye West va changer plusieurs fois la tracklist, il va nous le dire. Il va changer aussi la date de sortie. Une fois que l'album est sorti, comme par exemple avec son dernier album The Life of Pablo, Kanye West va continuer de travailler sur plusieurs morceaux et c'est ainsi voilà, que certains morceaux vont sortir de son chapeau alors que l'album est déjà dehors. Le but de Kanye West, nous tenir toujours en haleine. On reste aux États-Unis avec Queen Bee, Beyoncé. Cette fois-ci, c'est la reine de la non-communication. Je m'explique, depuis plusieurs années, Beyoncé évite avec brio les exercices médiatiques classiques et s'occupe de son image comme elle le souhaite personnellement. Les interviews de Beyoncé sont rares. Lorsqu'elle sort un album, elle le fait par surprise. Et puis surtout, la particularité de Beyoncé, c'est qu'elle fait signer des accords de non-divulgation à son entourage pour être sûre de contrôler toute sa communication de A à Z. On se souvient d'ailleurs de le fameux Solange Gate, cet épisode durant lequel la petite sœur de Beyoncé, donc Solange, a frappé violemment Jay-Z. Tout a été filmé à l'aide d'une caméra. Et il y a juste eu un communiqué de presse. Beyoncé ne s'est jamais expliqué sur cette affaire. Non, un communiqué de presse en expliquant que c'était une affaire de famille et que ça pouvait arriver. Pour Beyoncé, no communication is the best communication. Et puis on parle aussi de cette nouvelle technique propre à notre temps, propre à notre époque, effacer tout son feed Instagram comme si on faisait peau neuve. Alors on a pu le voir avec le rappeur Damso à la sortie de son nouvel album ou encore récemment avec Youssoupha lorsqu'il est revenu avec un nouveau single. L'un des tout premiers artistes à avoir testé cette technique, c'est le chanteur The Weeknd. Souvenez-vous, novembre 2016, The Weeknd supprime absolument tout son historique. La nouvelle fait le tour de la toile. Qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce que The Weeknd est parti d'Instagram? Non, il sort juste un nouvel album. Donc parmi les autres techniques, on a aussi les clashs, la sortie d'un album surprise, comme on l'a dit avec Beyoncé, ou encore changer de nom et tant d'autres. Merci Lindsay pour ce kiff du jour, pour cet update. Les agences de communication, ça part aussi chercher jusque-là, dans ces domaines-là. Clairement. Oui, bon, il y a la naissance de nouveaux métiers. Hein. Le digital fait partie de ces nouveaux supports qui contribuent et qui permettent de toucher une cible. Si vous voulez toucher des 0-16 ans, vous l'allez toucher sur TikTok, ainsi de suite. Donc, ce sont des métiers que l'on suit. Est-ce que vous les intégrez dans votre business à vous? Oui. Carrément. C'est indispensable aujourd'hui? C'est indispensable en fonction de la cible. Tout est question de votre segmentation. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, la spécialisation. Là, on est en train de parler d'image d'artiste. C'est un métier spécifique à la base. Il y a fort à parier, d'ailleurs si on en parle, c'est que ça a été bien fait par les mecs qui l'ont fait. Et il y a fort à parier que ce sont des professionnels spécifiques. Donc c'est ce type de spécialisation qu'on pourrait voir arriver bientôt en Côte d'Ivoire. Et certains le font un petit peu ici, mais ce n'est pas encore totalement démocratisé. Par contre, sur la question digitale, oui, ce ne serait pas responsable de ne pas le faire. Alors, il y a des agences spécialisées digitales en Côte d'Ivoire. Donc, cette spécialisation-là, elle a vu le jour maintenant il y a 7 ou 8 ans, je pense, à peu près, en Côte d'Ivoire. Nous l'intégrons tous, mais certains sont plus spécialisés que d'autres. Et oui, c'est obligatoire. On ne peut pas aujourd'hui passer à côté d'un média qui permet d'avoir un contact aussi proche avec les gens. C'est obligatoire. Il y a une particularité en Côte d'Ivoire, notamment ces dernières années, c'est celle d'utiliser ce qu'on appelle aujourd'hui des influenceurs, notamment dans les publicités. Influenceurs qui parfois ont une courte durée de vie médiatique. Est-ce que ce sont des choix qui marchent pour vendre un produit? Et est-ce qu'on mesure vraiment l'ampleur de l'impact, l'influence de ces influenceurs? Alors moi je suis un peu, en tout cas pour effet, je suis un peu... mitigé, parce qu'il faut savoir que les influenceurs peuvent acheter leurs likes. Oui, c'est ça. Et donc, c'est ce que je dis, c'est que même si nous, on passe avec le temps, on vieillit, entre guillemets, on est obligé de se mettre à jour. Et donc, les influenceurs peuvent acheter les likes. Et donc, en fait, quand vous avez quelqu'un qui a, 50 000 abonnés, et qui met une photo et qu'il en reçoit 3, il faut savoir qu'il a acheté les likes. Donc, il y a une formule qui existe, mathématique,
qui existent pour vérifier le rachat et la bonne... le niveau d'engagement. Le niveau d'engagement des influenceurs. Donc, c'est des secrets que l'on a en interne, mais qui permettent de savoir si l'influenceur achète effectivement... C'est ça. Ce que tu dis est vrai. Après, une prestation se contrôle. Je dirais qu'une marque ne peut pas aujourd'hui, normalement, si elle est grand public, ne peut pas ne pas être présente sur le digital. Ah, tout à fait. On va commencer par là. Les influenceurs, c'est une solution comme une autre, mais d'une manière ou d'une autre, pour savoir si c'est efficace, il ne suffit pas juste de remonter un fil Facebook. Pour savoir si une campagne est efficace, il faut faire une étude à la base. Et si on veut étudier également la question digitale, ça s'étudie, ça se quantifie, ça s'analyse. D'accord. Est-ce que, Philippe, le métier de régie, finalement, dans le sens historique du terme, ne s'en trouve pas quelque peu chamboulé aujourd'hui avec la nouvelle donne du digital? Est-ce qu'on n'est pas beaucoup plus sensible aujourd'hui aux messages qu'on reçoit, aux push qu'on reçoit, aux notifications sur son téléphone, plutôt qu'à une affiche Une affiche, oui. Non, il ne faut pas opposer les médias, puisque je crois véritablement, si vous voulez, on le voit bien, nous, chez JC-Deco, on se caractérise comme étant le réseau social de la rue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès que vous êtes hors de votre domicile, encore une fois, vous êtes en contact avec nos mobiliers ou avec les autres. Donc, l'explosion du digital ou du numérique, voilà, c'est quelque chose qui est en marche dans le monde entier. Mais on le voit bien aujourd'hui, les grands acteurs aujourd'hui du monde digital, que ce soit les GAFA ou même ici, si on prend l'exemple ici des Glovo ou des Jumia, ils n'ont pas de magasin physique, mais ils ont besoin de communiquer. Absolument. Vous voyez des affiches Glovo et Jumia parce qu'ils ont besoin de faire venir du monde, d'accélérer le drive to web, d'accélérer vraiment en tout cas le contact sur leur web. Donc il y a une vraie complémentarité entre nos médias. Alors il faut que le média il soit bien fait, il faut qu'il y ait le bon support encore une fois, il faut qu'il y ait la bonne cible. C'est pas obligatoirement de mettre des panneaux partout. Donc non, nous on est très positifs en tout cas aujourd'hui sur cette complémentarité entre l'univers physique de la rue et l'univers digital. D'ailleurs, nous on parle de phygital et sur nos approches. Et comme je vous dis, de plus en plus d'annonceurs aujourd'hui allient les deux. C'est là qu'on voit le vrai travail de la chaîne de valeur dont vous parliez tout à l'heure. Si on est un petit peu logique, il faut essayer d'imaginer simplement ça qu'il a disait tout à l'heure. En quelques mots, je le dirais. Je veux dire, on regarde un film à la TV, on prend une émotion, par exemple, sur une marque X ou Y, on va faire des courses au supermarché, on tombe sur un panneau dynamique, il y a un petit QR code dedans, donc on peut suivre des solutions digitales, on clique dedans, ping. Donc, et c'est la même marque. Donc cette cohérence-là, il n'y a pas un média qui est fini pour un autre. Absolument. Voilà, c'est un travail coordonné qui doit être utilisé intelligemment. C'est une sorte de Lego, quoi. On rajoute des pièces au fur et à mesure pour constituer un ensemble. Non, je voulais revenir sur ce que vous étiez en train de dire. Est-ce que c'est une manière aussi peut-être de s'adapter avec, on voit l'apparition donc de... C'est plus maintenant de la publicité, on peut voir de la publicité sur des panneaux d'affichage, mais également, notamment dans les centres commerciaux, ça va être plutôt des panneaux digitaux. Ouais. Donc est-ce que c'est une manière aussi de... Oui, c'est une manière de s'adapter avec des liens qui existent aujourd'hui entre notre support de smartphone et puis nos écrans, avec la possibilité, en effet, grâce à un QR code, d'aller au-delà de l'affiche, si vous voulez, ou au-delà de la publicité. Après, on la contextualise, c'est-à-dire vraiment, comme on dit, le contexte dans lequel la communication a lieu est vraiment essentiel. Et nous, on pousse en tout cas les annonceurs, quand vous êtes dans un centre commercial ou quand vous avez un grand magasin de distribution, dont je tairai le nom, voilà, il est si intéressant qu'il y ait une animation à l'intérieur du centre commercial ou à l'intérieur du magasin et qui soit relayée par de la publicité avant. Globalement, les gens, quand vous êtes dans un centre commercial, ils savent à peu près pourquoi ils y vont. Maintenant, il faut aussi inciter. C'est aussi là où la publicité joue naturellement un rôle de mieux vendre. Et au moment d'être interpellé peut-être sur un type de bière ou sur un type de lessive ou sur une autre marque. Pierre. Ça n'a absolument rien à voir, mais c'est une question que je m'en voudrais de ne pas poser. On parle souvent de cette différence entre, par exemple, je prends un exemple du burger qui est sur une affiche de publicité et qu'on achète dans la vraie vie. On a parlé tout à l'heure de responsabilité et de vendre la réalité. Ouais. Il se trouve aujourd'hui que grâce à Internet, on a des vidéos qui nous montrent comment enjoliver, mettre un peu d'effet brillant sur un produit pour le rendre plus vendable. Est-ce que c'est des techniques qui sont utilisées, qui sont homologuées? J'étais en train de dire. Merci pour cette question. Est-ce que c'est honnête de retoucher par exemple des photos, des images, de la vidéo? Devant vous, elle est fausse. Vous m'avez maquillée avant que je vienne sur votre plateau? Oui, je peux vous répondre tout de suite. Je peux vous dire pourquoi on l'a maquillée, je peux vous dire. Oui, pour les lumières. Ben oui. Nous, c'est la même chose. Non. En fait, c'est pour les lumières quand on tourne les films, etc. Non, il y a une grosse différence. On a du film, si c'est une chose. Pas de mensonge. Oui, pas de mensonge. Voilà. Oui. Pas de mensonge. Il s'agit, c'est comme, je veux dire, on veut faire une rencontre, on s'habille pour ça. On se fait beau, quoi. Ouais, on se fait beau, exactement. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, oui, effectivement, les produits sont embellis. Ils peuvent être, on soigne la présentation, ils peuvent être
magnifié, mais pas de mensonge. Ça reste le burger tel qu'il sera vendu. Voilà. Non, vous retouchez la présentation ou vous soignez la présentation? On la soigne. On la soigne. En retirant les boutons, par exemple, sur le visage et tout? Oui, comme vous avez fait la police sur mon visage. Elle est belle à la base, Sakia, on n'a rien rajouté, on a juste mis... Mais nous aussi, sur nos produits. Non, alors il faut expliquer aux téléspectateurs pourquoi on le fait. D'ailleurs, je saisis la balle au bon. En gros, non, les lumières sont calculées selon une unité de mesure qu'on appelle le Kelvin. Et en gros, ça s'appelle en fait la température de la couleur. Il y a des peaux foncées, il y a des peaux moins foncées. Et pour qu'il n'y ait pas de surexposition sur certaines personnes et moins d'exposition sur d'autres, il faut en fait il faut corriger. En gros, c'est ça. C'est pas du fake. Pierre, il est beau gosse dans la vraie vie, il sera beau gosse à l'antenne, et ainsi de suite. Voilà. Disons que nous, c'est le travail. Ce que dit. Par contre, quand vous avez un joli hamburger bien lissé, tout est nickel, et quand on l'achète, il est complètement froissé et tout. Bon, je crois que c'est ça, non? Complètement froissé. Mais c'est le travail de nos directeurs artistiques. Ouais. On parlait d'experts tout à l'heure. C'est à eux de faire quelque chose qui nous donne envie d'aimer la marque. Voilà. Mais on le fait avec... Il y a des limites éthiques, c'est tout. Mais il n'y a rien de mal à... Notre boulot est là pour faire est là pour ça. On est là pour mettre en avant, un mode de vie... aspirationnel, on est là pour mettre en avant le produit dans une situation de consommation qui est belle, qui donne envie. Voilà. Et puis en réalité, je pense que si par exemple le burger, on le voit froissé, personnellement, je pense pas qu'on va l'acheter aussi. Si le burger est froissé, donc autant l'acheter lorsqu'il est mis Donc, vraiment dans autant de le très repasser, bonnes conditions. pour que ça passe. On critiquait un peu ça aussi, parce que des fois c'est un truc qui peut être un petit peu tabou. Pour ceux qui ont critiqué un peu ça, de plus en plus aussi, il y a des marques qui axent sur la beauté naturelle ou ce genre de choses. C'est ça. Donc il y a retouche et retouche. La retouche se doit simplement de présenter quelque chose de professionnel, quelque chose de beau, mais c'est pas une retouche mensongère et c'est pas non plus systématique sur toutes les marques. D'accord, très bien. Pardon, en tant qu'agence, vous mettez des responsabilités, par exemple environnementales, sur des produits qui sont parfois très polluants ou comme des bouteilles en plastique. Vous vous dites, écoutez, je ne vais pas y aller parce que j'ai des convictions ou alors il faut absolument vendre, il faut faire du chiffre. C'est ce qui s'est passé avec... Et plus généralement, dans quel cas vous refusez d'accompagner un client? Moi, j'ai déjà refusé certaines marques. Je ne fais pas de publicité pour les produits éclaircissants. Je fais de la publicité pour l'alcool, c'est vrai, mais sur certaines conditions, avec mon annonceur. J'ai refusé, il y a des choses que j'ai refusées en tout cas. Ouais, beaucoup d'agences ont été responsables. Comme tu le dis, il y a eu l'hydroquinone, mais également, les lois n'ont plus tout balayé. Je sais que, notamment, en faisant des publicités pour l'alcool, on a porté des soins personnels à faire attention à ne pas mettre des publicités d'alcool en face des écoles ou ce genre de choses. Donc, il y a une éthique professionnelle. Mais tout le monde ne l'a pas. D'accord. Valable, Rogy? Oui, c'est valable aujourd'hui. Il y a la loi. En Côte d'Ivoire, on le voit aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même devant des monuments historiques ou religieux, il faut aussi essayer quand même de s'abstenir, à un moment d'aller mettre aussi un peu de la publicité. Donc nous, en tout cas, dans le monde entier, on le fait, contraint ou pas contraint. Mais en effet, à la fois, il y a les règles qui peuvent être dictées de mesures sanitaires qui peuvent être dites sur l'alcool, ne pas consommer... ou d'autres, en tout cas sur la nourriture. Mais non, bien sûr que ça s'applique aux régies. Nous aussi, on peut être amené aussi à le faire. Rapidement, J'ai une question. Oui. Allez-y, Philippe. Oui, Philippe. Non, mais ça peut être aussi à la demande de clients aussi. Avec les annonceurs qui disent, voilà, moi, sur mon produit particulier, je ne souhaite pas être autour des écoles. D'accord, ça on l'a compris. Une question, on en avait d'ailleurs parlé. Est-ce que la publicité, parfois, peut être sexiste ? C'est-à-dire, on va souvent voir des femmes mises en scène pour vendre des voitures. Enfin, on pouvait le voir avant. Est-ce que les codes changent? Voilà. Oui, les codes changent. Maintenant, ça peut être un choix aussi. Si je veux parler à des femmes et que je n'ai pas envie que les messieurs s'intéressent à ma publicité, je vais me focus sur les femmes. Mais c'est vrai que les valeurs, d'abord, on a la chance maintenant d'avoir la parité qui a été reconnue par notre président en Côte d'Ivoire. Donc maintenant, on la défend encore plus qu'avant. Et donc, c'est vrai qu'on accepte de moins en moins à ce que les femmes soient traitées comme des femmes objets dans la publicité. Et donc, mais vous pouvez prendre le parti pris de donner un genre à votre publicité en voulant uniquement toucher ce genre. Et c'est ce qui appelle...
la science pointue et l'analyse qu'il y a avant que la publicité Très bien. sur Il faut juger la pub dans son époque. Il faut faire attention à ça. Il faut juger la pub dans son époque et dans son contexte socio-culturel. Maintenant, je dirais qu'on le voit, il y a de moins en moins de publicités sexistes. De moins en moins. C'était une corde plus facile. Il y en a eu quelques-unes encore. Qu'est-ce qu'une publicité Dans les deux sexiste? sens. On a fait des pubs avec des très beaux mecs et on a mis ça en place aussi. Oui, ça y en a. Ouais. Qu'est-ce qu'une publicité sexiste? Une publicité sexiste? Parce que tout est, je pense, dans l'interprétation qu'on a fait aussi. C'est une publicité qui utilise quelqu'un comme un obscur objet de désir. D'accord. Que ce soit un homme ou une femme. C'est les mauvaises valeurs dont on parlait tout à l'heure. On l'a noté. C'est de réduire quelqu'un. D'accord, parfait. On marque une pause, c'est la toute dernière pause de cette émission. Juste derrière, la T-Bun sera sur la scène. Ce sera tout pour la télé d'ici consacrée ce soir à la publicité. Merci à Alex Barry d'être passé par la télé d'ici. Merci à Sakea Mbofo d'être passé et nous parler de publicité. Merci également à Philippe Landrieux. Merci à l'INSEE. Merci à Pierre. On n'oubliera pas évidemment de remercier le public, dont les élèves de l'Institut supérieur des technologies de management ISTM qui nous auront accompagnés tout au long de cette émission. Et on termine tout ceci en musique. La musique n'est aucunement étrangère à la publicité, bien au contraire. Les publicitaires ou les publicistes recourent beaucoup de fois, sinon quasiment tout le temps, à la musique. Et donc on va sanctionner cette émission avec la musique. C'est l'orchestre résident amené par Daphné, Andy, Kevin, Vivien, Enoch et Geoffroy Kamata qui reprennent ce soir deux titres. Lola de l'illustre Ernesto Gigi et Falling in Love de Mr. Jonathan Butler. On se retrouve une autre fois d'ici là. Take care, la T-Band live. Yes, I will. Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus was the best thing I had ever done. Oh, falling in love with Jesus. Yes, I'm falling in love. Oh, with Jesus, falling in love with Jesus was the best thing I have done. Oh, in His arms I feel protected. In His arms, never, 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 never disconnected. In His arms, I feel protected. There's no place I'd rather be. Can I say it again? In His arms, I feel protected. Yeah, yeah, yeah. In His arms, never then, never then, never then, never then. In His arms, I feel protected. There's
I feel protected. There's no place I'd rather be. Falling in Love, Jonathan Butler et Lola de l'illustre, l'inusable, l'inoxydable Ernesto Didier repris magistralement par Andy et la Tibène. Merci d'applaudir. Good job.